Let's chat. Plaisir, désir, mais aussi douleur et galère. Dans cet épisode, Charlotte et moi, Emma, on a eu envie de parler d'orgasme. De l'examiner sous toutes ses coutures. En solo, en duo, l'orgasme tantrique, l'orgasme des seins, le squirt, etc. C'est pourquoi l'épisode est en 2 parties et tu peux les écouter dans le sens que tu veux. Cette première partie abordera les sujets des premières expériences sexuelles en solo et avec des partenaires, du sens et des représentations que les personnes qui témoignent dans cet épisode donnent à leur pratique, les injonctions et les difficultés auxquelles elles peuvent faire face et la communication avec l'autre. Par avance, désolée pour le son de certains des enregistrements de cet épisode. Nous avons eu quelques petits problèmes techniques pendant le confinement. On espère que ça ne t'empêchera pas d'apprécier l'épisode. Encore aujourd'hui, parler de l'orgasme des femmes et des personnes à vulve et vagin n'est pas anodin. Le sexe, la masturbation, l'orgasme et le plaisir étaient très souvent médicalisés et pathologisés. Comme le rappelle Sylvie Chaperon dans son ouvrage « La médecine du sexe et les femmes », l'onanisme a été le premier comportement sexuel à avoir été médicalisé au XVIIIe siècle en Occident, faisant de la masturbation et du plaisir solitaire un vice. Les médecins alors employaient les grands moyens pour y remédier. Bandage, contention, surveillance nocturne, mains attachées et clitoridectomie. Et on commence par parler du premier orgasme en solo. En fait, mon premier orgasme, je les ai eus dans mes rêves et dans mes rêves d'adolescente. Je m'en rappelle, je me réveillais et c'était le fait d'avoir un orgasme qui me réveillait. Je sais que la première fois que je me suis masturbée, et je l'ai su que bien plus tard, c'était probablement, alors je vais dire un âge, peut-être 8 ans, avec mon nounours que j'ai toujours. Et pendant très longtemps, j'ai culpabilisé parce que je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec mon nounours, qu'est-ce que je lui fais, etc. Donc, ma première masturbation, ouais, je devais avoir, en tout cas, j'étais très jeune. C'était un peu par inadvertance au moment d'une douche. Le pommeau de douche, c'est possible que ce soit comme ça que ça ait commencé au niveau de la masturbation externe. C'était pas forcément manuel. Je savais absolument pas ce que c'était. Je savais absolument pas pourquoi, après avoir senti que ça faisait du bien de toucher à cet endroit, d'un coup, il y a eu ce truc très très fort. Ça m'a fait très peur parce que du coup, je savais pas et je me demandais si j'avais pas un problème. Si m'appuyer ici, ça pouvait, je sais pas, peut-être pas faire une crise cardiaque, mais faire un truc qui était en fait dangereux pour le corps. C'est tout de suite ce que je me suis dit. Du coup, j'ai un peu pris peur et j'ai très vite arrêté. Bon, après, j'ai fait quelques recherches de mon propre côté et j'ai vite compris que oui, j'étais parfaitement normale. Alors, je n'ai aucun souvenir de mon premier orgasme. Je peux seulement vous dire que je sais qu'il a eu lieu après la naissance de ma première fille, donc j'avais plus de 21 ans. Et je pense que j'ai vécu cela grâce à la rééducation périnéale. Parce que qu'on a droit après l'accouchement, je pense que je ne connaissais pas avant suffisamment mon corps. Étant adolescente, je n'ai jamais pratiqué la masturbation. J'avais très peu de relations intimes avec des garçons. En fait, le déclic, ça a été à mes 25 ans. J'ai rompu avec ce petit copain avec qui je suis restée 3 ans et demi et qui a été ma relation la plus sérieuse jusque-là. Et en fait, j'ai eu une montée je sais pas, d'hormones. Et c'était le début de l'été et j'étais vraiment, vraiment très excitée par tout, par n'importe quoi. Et je me suis retrouvée toute seule dans mon petit appartement parisien. Il faisait très chaud et je me suis dit, mais en fait, je vais regarder un porno. Et alors, ça a été la découverte de l'été. J'ai passé mon été à me masturber sur des pornos. Et là, effectivement, l'orgasme venait sans souci. Et je me suis amusée à chercher, à regarder différents types, à laisser venir doucement l'orgasme, à en avoir, voilà, à me retoucher plusieurs fois dans la journée, etc. Et puis après, j'ai envie de dire que c'est un travail de longue haleine.
Pour ma part, j'ai jamais eu d'orgasme ou sinon, il faut qu'on me donne une définition un peu plus précise d'un orgasme, mais jusque-là, que ce soit en solo ou à plusieurs, j'en ai jamais eu, j'en ai jamais fait l'expérience. Après, ça veut pas dire que je prends pas du plaisir, que ça soit, avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre, mais de là à avoir, ce moment d'extase absolue où, ces vibrations, tout mon corps qui dont je perds le contrôle, ça je l'ai jamais ressenti ou expérimenté. Beaucoup de personnes ne se masturbent pas seulement dans le but de prendre du plaisir, mais aussi dans un but thérapeutique. Et ça peut commencer très jeune. La masturbation infantile, souvent pratiquée par le moyen du humping, qui consiste à frotter son sexe contre un objet, un recoin de table, une peluche, est très courante, bien qu'elle soit encore trop souvent taboue. À tout âge, en plus d'être une source de plaisir, la masturbation et les orgasmes peuvent aussi servir à apaiser les maux du quotidien. Les premiers orgasmes, c'était très, 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 très petite. Peut-être 4-5 ans, quelque chose comme ça. Je suis partie vraiment à la découverte de mon corps et de la masturbation. Et il y a eu des époques où je faisais ça beaucoup parce que j'étais très angoissée. Et je pense que c'était une façon pour moi de calmer l'angoisse. J'ai découvert, voilà, le fait de me toucher, les sensations que ça me procurait assez tôt et dans une période de ma vie où j'étais vraiment pas très bien, parce qu'on déménageait beaucoup dans cette période-là, je changeais tout le temps d'école, enfin voilà, je me retrouvais très isolée. Je me souviens vraiment que que je me masturbais beaucoup. C'était mon moment, peut-être un peu échappatoire. Enfin, j'ai des souvenirs assez précis, par exemple, où je rentrais de l'école, j'allais dans ma chambre et le soir, de ma mère qui nous appelle à dîner et où là, j'étais tétanisée parce que je savais que j'avais un peu, enfin forcément que j'avais rougi, du fait de m'être, masturbée et là, j'arrivais pour dîner et j'avais le regard mais glacial de mes parents, genre: «Ah bah d'accord, on sait très bien ce qu'elle faisait dans sa chambre», et donc il y a eu ce truc où c'est devenu complètement tabou. Ils m'ont emmenée chez le psy, à ce moment-là pour en parler et je pense que ça les a un peu paniqués. Je pense qu'eux-mêmes culpabilisaient parce qu'ils savaient que j'étais pas bien à cette période-là. Moi, je sais que je fais des insomnies. Je touche énormément quand je fais des insomnies. Parce que bah, ça me détend et ça me fait un peu penser à autre chose. Quand je suis anxieuse, je me touche grave plus. Quand je suis célibataire, ouais, je me touche à fond, hein. C'est peut-être 1 à 2 fois par jour, hein. J'ai des migraines. Je sais que ça me soulage énormément au niveau des douleurs de masturber. Donc je vais le faire vraiment dans cette optique-là, même si ça va me donner du plaisir, ça va aussi soulager ma douleur. Pareil pour le syndrome prémenstruel ou pendant les règles, où vraiment ça peut vraiment me soulager et aider à débloquer un petit peu au niveau du ventre, de l'utérus, quand tu sens que c'est un petit peu coincé. Après, ça peut être aussi parce que j'arrive pas à dormir. Pour aller au-delà d'une contrariété. Donc, c'est vraiment plus pour m'apaiser et m'apporter un peu un good vibe, quoi. Déjà, quand je me masturbe, j'ai tout le temps un orgasme. Ça arrive jamais, peut-être une fois, vraiment très, très, très exceptionnel, que je n'aille pas jusqu'à l'orgasme. Parce que c'est la raison pour laquelle je me masturbe. Et qu'en est-il de l'orgasme à deux, lorsqu'il faut confronter et accorder ses désirs aux yeux de l'autre ? En couple, mon premier orgasme, je l'ai eu il y a 1 an à peu près, un peu au hasard en fait. Tout d'un coup, il était dans une position et puis il l'a maintenu assez longtemps et voilà. Et donc du coup, orgasme et en plus du coup squirt tout en même temps et là trop gêné. Enfin lui pour le coup il était content, mais lui il m'a tout de suite rassuré pour le coup. Il était cool. Il m'a dit mais non c'est cool, c'est rien et tout. Et sinon, seule, je l'ai eu assez rapidement dès que j'ai commencé à me masturber seule, etc. C'est venu assez facilement. Souvent, je pense que tout le monde a eu cette discussion avec les copines en disant c'est comment un orgasme, etc. Et on nous décrit toujours comme si c'était un séisme dans le corps, où ça explosait de partout limite à l'intérieur de nous, tellement c'était bien, etc. Et moi, pour le coup, alors j'ai ressenti beaucoup de plaisir. Vraiment, j'ai senti que c'était ça parce que c'était vraiment un truc différent, mais pas autant en fait. Mais voilà, je pense qu'on en a tous des différents et ça veut pas forcément dire qu'ils sont moins bien que d'autres. Mon premier orgasme, c'était avec mon copain actuel, donc c'est récent. J'ai eu mes premières relations sexuelles avec un garçon.
J'avais un vibro, il s'occupait de moi avec le vibro et il me pénétrait jamais forcément et c'était juste moi qui comptait. Mon premier orgasme, c'était avec non pas mon premier copain, mais mon troisième copain, en tout cas la troisième personne avec qui j'ai couché. Je devais probablement avoir 23 ans. J'étais en Amazone sur lui et effectivement, c'est venu en faisant cette position-là, parce qu'évidemment, le clitoris frotte contre l'homme et je pense que c'était la meilleure manière pour moi de me stimuler. Je me souviens très très bien du premier orgasme où j'ai eu la conscience que c'était ça. Je devais avoir 12-13 ans. Et c'était avec une copine d'école. Donc déjà, j'ai eu une vie hétérosexuelle, mais j'ai commencé quand même par les filles. Lors de ce premier orgasme, j'ai ressenti, oui, effectivement, vraiment du bonheur. À partir du moment où j'ai commencé à faire l'amour avec des garçons, à partir de l'âge de 15 ans, que ce soit dans des histoires d'amour, des histoires d'un soir, des histoires longues, des amourettes, des aventures. Ça a été une question très très compliquée, cette histoire-là, en fait, de l'orgasme. Sensation de pas du tout avoir le contrôle ou pas le contrôle, mais la maîtrise de ça, d'avoir l'impression de dysfonctionner. Je me rendais compte qu'il y avait un truc qui déconnait un peu, mais j'avais pas envie de trop creuser le sujet. Quand j'ai commencé à avoir des rapports sexuels partagés avec des partenaires, je me suis vite rendu compte que c'était vraiment très compliqué pour moi d'atteindre l'orgasme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pas longtemps après avoir commencé ma vie sexuelle avec des partenaires, quand j'avais 17 ans, j'ai connu des violences gynécologiques. De là résulté un blocage d'autant plus fort dans ma sexualité. Aujourd'hui, je vais avoir 23 ans, donc ça va faire 5 ou 6 ans que cet événement traumatique s'est produit. Donc le temps a fait son effet et m'a apaisée. J'ai aussi fait vraiment un long cheminement. J'ai eu la chance de vivre 2 événements, en quelque sorte, il y a quelques mois. Premièrement, j'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec un nouveau partenaire. Il est extrêmement bienveillant dans nos rapports et extrêmement à l'écoute de mon propre corps et de mon plaisir. Et il se concentre beaucoup dessus. Donc ça, même si mes partenaires précédents le faisaient aussi, ce n'était pas dans les proportions que lui m'apporte. Et par ailleurs, j'ai eu la chance de participer à un atelier d'auto-observation. Grâce à cet événement, j'ai pu me réconcilier avec cette partie de mon corps. Ça s'est transformé, c'était plus un champ de bataille, c'était plus une source de souffrance. Mon premier orgasme avec un partenaire, ça n'a pas du tout été mon premier partenaire, alors que c'était une relation quand même assez longue d'1 an, ni avec mon second partenaire. Je pense que ça a été peut-être au bout de quelques années de pratique de sexualité à 2, où j'ai pu être assez à l'aise pour lâcher prise et où j'ai pu être assez à l'aise aussi pour guider l'autre. Parce que c'est normal aussi, on peut pas attendre que l'autre il ait une carte en sachant que si tu appuies là et là et là, ça te fera ça. Donc on est tous dans l'apprentissage, surtout à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Donc ça dépend aussi de toi, du message que tu donnes, des indications que tu donnes, de la façon dont tu es à l'aise avec ton corps, de la façon dont tu assumes ta sexualité, etc. Quand on a décidé d'aborder ce sujet dans Let's Chat, on s'est dit que ça allait amener un peu de légèreté, car le podcast traite des maladies sexuelles, des douleurs génitales et autres galères. Et bien que de cet épisode émane de la joie, de la créativité, de l'humour, les témoignages sont semés de honte, de culpabilité et de peur. L'espace entre l'injonction d'être une sage fille parfaite et l'autre d'être une femme libérée qui jouit comme elle respire est très fin pour s'épanouir dans sa sexualité. Il est aussi parfois très difficile de se détacher de l'image du corps parfait. Difficile de faire passer son plaisir avant l'image qu'on veut renvoyer à l'autre et à soi-même. Moi, le truc, c'est que j'ai jamais eu d'orgasme. Donc j'ai quand même 27 ans. J'ai commencé à avoir des rapports à 15 ans et je n'en ai jamais eu, même que ce soit avec un partenaire ou toute seule. J'adore le sexe. Pour moi, c'est quand même une forme d'épanouissement et j'ai aucune pudeur, j'ai pas de tabou là-dessus. Donc ça m'énerve en fait que ce soit d'avoir ce petit truc en moins. Je trouve pas ça juste. Il y a un peu ce truc
qui est débile et en plus, étant assez, féministe, enfin voilà, j'essaie de me dire: «Mais non, mais te dis pas ça, c'est complètement débile», mais où en fait de pas avoir d'orgasme, n'en avoir jamais eu d'aucune façon, je me sens mine de rien un peu moins femme, un peu moins sexy, un peu moins sensuelle, enfin comme s'il me manquait un truc. Le pourquoi de j'arrive pas à avoir d'orgasme, je dirais, enfin, je pense que c'est avant tout, le contrôle que j'ai sur mon corps. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très important de contrôler mon corps, de contrôler mon être et je pense que du coup, c'est le revers de la médaille, on va dire, c'est que, bah, j'arrive pas à lâcher prise et c'est ce lâcher prise, je pense, qui me permettra de passer, next level, dira-t-on. Je crois que je m'autorisais pas à ressentir mon propre plaisir. J'étais plus préoccupée par est-ce que j'arrive à donner du plaisir à ma partenaire à l'époque? Est-ce que je fais un bon coup en fait? Plutôt qu'à me concentrer sur le moment présent, sur le lien avec ma partenaire, sur mon propre plaisir, sur tout ça. Et il fallait absolument que je sois belle pendant mes rapports, sinon ça valait pas le coup pour la personne en face et tout ça. J'étais vraiment bloquée dans ma tête. Puis j'ai toujours eu des formes, etc. Toujours un peu de mal avec mon corps. Et, euh, et donc voilà, à chaque fois, cette étape-là de me mettre nue, etc., c'est toujours compliqué. Et là, en fait, depuis un an et demi, 2 ans, je m'accepte beaucoup plus. Je suis à l'aise avec mon corps. Et au début, quand je faisais amour avec un homme, c'était attention, là il voit mon ventre comme ça, là il voit mon bourrelet là il voit mon... Donc un peu difficile de se détendre. Je garde beaucoup le contrôle et le contrôle de l'image. Parfois, j'ai des pensées qui me viennent, très, mais horribles, enfin trop débiles de me dire: «Ah non, faut pas que je me mette dans cette position-là parce que, là, on voit mon bourrelet» ou, «Là, mes seins, ils paraissent tout petits» ou, il y a des moments où j'ai un peu l'impression d'être une comédienne de ma propre sexualité. Il y a eu un moment où j'étais vraiment dans cette quête qui devenait un peu obsessionnelle. Je sais pas, je me faisais une petite mise en scène, presque comme si je me voyais moi-même du dessus et je me disais: «Allez, ça y est, là, c'est la bonne et tout, il y a toutes les conditions réunies». Au final, tu es pas du tout détendue, tu es pas du tout dans le moment et évidemment, ça donne pas grand-chose. Typiquement, je n'ai jamais eu d'orgasme avec un cunnilingus, ce qui est un petit peu mon cheval de bataille du moment. Mais effectivement, j'ai ma copine qui se donne corps et âme pour me faire du bien et j'ai du plaisir, mais je me dis, bah, je serais contente pour elle et pour moi si j'arrivais à avoir un orgasme. Mais du coup, je pense que oui, ça me met une certaine pression en me disant, mon Dieu, il faut que j'arrive à avoir un orgasme. Ah, je sens que là, ça pourrait venir. Bah, Alice, concentre-toi. Ah non, mais je pense à autre chose. Ma copine, justement, hier soir, elle me disait, mais Alice, justement, il faut lâcher cette course à l'orgasme. Il faut arrêter de se dire que nous, entre nous, pour que ça se passe bien, il faut que tu aies un orgasme à la fin. Non, on peut très bien avoir un moment de sexe génial sans que ça se termine par ce climax. J'ai eu des expériences homosexuelles au long de ma vie hétérosexuelle, des périodes assez courtes, voilà. Et alors là, un épanouissement sexuel vraiment, enfin, zéro problème, quoi. Pas du tout d'anxiété, pas du tout de peur, un vrai plaisir charnel, sensuel. Et puis, alors là, sur le plan vraiment sexuel et mécanique, tout fonctionne très très bien, quoi. Pas de problème. Si nous avons choisi de mêler les témoignages de personnes n'ayant jamais atteint l'orgasme, c'est aussi pour rendre compte que celui-ci n'est pas le garant d'une sexualité épanouie. Dans certains cas, l'orgasme lui-même peut se dresser comme une véritable injonction dont il est compliqué de se défaire et rend difficile l'épanouissement sexuel. J'ai malheureusement absorbé les injonctions sur la sexualité et les orgasmes, les discours qui disent que oui, en effet, un rapport sexuel qui n'aboutit pas à l'orgasme, et a fortiori à l'orgasme masculin, c'est un rapport sexuel raté. Ou alors ce n'est pas un rapport sexuel du tout. Et ça, malheureusement, je sens que j'ai été atteinte par ces discours et que j'en suis encore un peu imprégnée. Mon partenaire, ça lui arrive de pas jouer, tout simplement, de pas atteindre l'orgasme. Et ça lui pose aucun problème, on en a déjà parlé, ça lui pose aucun problème. Il le vit ultra bien. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu un enjeu, ça reste dans ma tête, ça me préoccupe un peu, je me pose des questions.
trouve que je suis vachement dans ce truc d'atteinte de l'orgasme, quoi, tu vois. J'essaye vraiment de l'atteindre parce que c'est jouissif, quoi. Je veux dire ce qu'il est, hein. Je me sentirais frustrée de ouf de pas avoir fait jouer à la personne, tu vois. Je m'inquiète plus pour l'autre que pour moi, quoi. De l'autre côté, après, par rapport aux mecs, des fois, avec certains, je leur disais, bah voilà, moi j'en ai jamais eu. Et bah là, du coup, on avait l'impression qu'on était le lot à attraper, quoi. En gros, il fallait absolument qu'ils nous fassent avoir un orgasme, et c'était juste pénible, quoi. Donc à la fin, je pense que leur objectif, c'était que ce soit eux le premier. Avant, quand j'avais pas d'orgasme, voilà, je simulais à la fin alors que c'est bête parce que j'avais beaucoup de plaisir, ça me faisait beaucoup de bien ce qu'il faisait. Mais comme je savais qu'il attendait que ça pourrait prendre, enfin, je me disais, des fois, je me suis dit, attends, il peut continuer peut-être comme ça pendant 1 heure, s'il y a rien qui vient, super, quoi. Enfin, normalement, c'est plus très agréable en plus. Donc, en fait, à chaque fois que je chantais, un truc venir différent que d'habitude, je me disais, ah, c'est peut-être ça. Attends, alors du coup, il faut que je me relâche, que je me détende, que machin, que truc. Et puis, en fait, ça venait pas du tout. Simulation à fond. J'étais incapable d'en parler. Impossible d'en parler. Parce que comme moi, comme je me disais que le problème venait de moi, du coup, j'arrivais pas du tout à en parler. Ah oui, non, vraiment, vraiment impossible d'en parler. Oui. Dans l'inconscient collectif, l'atteinte de l'orgasme signe la fin du rapport. Il y a en effet, dans la plupart des cas, une sensibilité douloureuse des parties génitales après l'orgasme. Mais cela ne va pas forcément de pair avec une baisse de l'excitation et n'empêche en aucun cas de continuer à érotiser d'autres parties du corps et donner du plaisir à son ou sa partenaire. Alors, mon partenaire actuel, oui, à chaque fois d'un rapport pénétration, j'ai envie de dire, il va avoir un orgasme. Et du coup, oui, aussi, ça va marquer la fin du rapport sexuel parce qu'il est fatigué après. Et ce que je peux comprendre, il prend soin de moi avant, j'ai envie de dire. Et après, une fois que lui, il a joui, c'est plutôt le moment câlin, repos et chacun dans ses bras, tous les deux, quoi. Je peux continuer à faire du sexe même après un orgasme, et je sais que mon partenaire, il peut là. Il peut à fond. Pourtant, il y a beaucoup d'hommes qui signent l'arrêt de l'acte quand ils ont éjaculé, quoi. Alors, tout de suite après l'orgasme, on arrête, tout simplement parce qu'on n'a plus l'envie et plus la force aussi. Mais assez vite, c'est fréquent qu'assez vite on puisse recommencer. Alors, en ce qui me concerne, bizarrement, je dois avoir une femme masculine en moi, puisque pour moi, une fois que j'ai eu un orgasme, effectivement, j'ai un côté un peu, on arrête là, c'est bon. Donc, comme mon orgasme annonce la fin du rapport pour moi. J'ai été effectivement pendant longtemps dans des relations hétérosexuelles, donc généralement, ça se terminait par une jouissance, mais celle de l'homme, bien évidemment. Et quand moi je disais, j'aimerais bien aussi moi aussi pouvoir jouir, etc. Rarement les hommes faisaient l'effort de venir me faire plaisir pour me faire atteindre l'orgasme. C'est vrai que dans mes relations précédentes, j'ai couché avec pas mal de garçons ces dernières années. J'en étais arrivée à un peu une déception parce que le temps, on le prenait peu. Donc, s'ils ne me laissaient pas le temps de me faire venir l'orgasme, j'en avais pas. Alors, je savais exactement comment ça pouvait marcher pour moi. Pour le coup, je connaissais la machine. Clairement, quand je vois le plaisir que je peux prendre, moi, à lécher une fille, je me dis, clairement, quand on dit qu'on a un sincère plaisir à donner du plaisir à quelqu'un, non, j'ai pas rencontré quelqu'un qui avait ce plaisir profond à lécher une fille, à passer des heures à regarder son corps, à la lécher, à la toucher. Voilà, je veux pas blâmer les hommes, c'est plus que je me dis que ils font pas trop les recherches, quoi. C'est un peu dommage. Tout au long des entretiens, on sent comme le manque de communication est un vrai fléau. Et comme, à contrario, communiquer, demander le consentement, discuter des pratiques permet d'instaurer une confiance qui décuple souvent le plaisir. Au niveau de la communication, je sais que j'ai pas encore la facilité vraiment à dire plus haut, en haut, à droite, à gauche, etc. Je guide plutôt avec mes mains et ensuite avec bien sûr mon langage corporel, mes gémissements. Mais j'arrive pas encore à être dans l'expression verbale de ce que je veux.
Parfois, j'ose pas forcément dire à mon partenaire, par exemple, de stimuler le clitoris pendant qu'il y a la pénétration ou juste de toucher mes seins alors que il me fait un cuni ou des choses dans le genre. Enfin, je vais pas aller demander plus que ce que j'ai déjà. Mon copain, il a tout le temps été de prendre soin de moi et tout le temps me demander si ça va. Et ça a été une grande aide, je pense, pour avoir assez confiance en lui pour me dire c'est bon, tu peux te détendre un maximum, mais essayer de lâcher bien plus prise et prendre vraiment du plaisir, juste profiter du moment. La communication avec mes partenaires, ça a toujours été super important pour moi, même si j'y arrivais pas toujours. Mais j'ai toujours essayé. Et sans l'ombre d'un doute, dire à mes partenaires ce que j'aimais moi aussi, ça m'a beaucoup aidé à m'épanouir dans ma sexualité et je l'espère dans la leur aussi. Parce que du coup, j'ai l'impression que ça rendait les rapports beaucoup plus intéressants autant pour eux que pour moi au final. Je te rappelle le jeu quand on était enfant, tu rentres les ronds dans les ronds, les triangles dans les triangles. Mais ça marche aussi pour l'anatomie. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins compatibles. Pas que quand on est incompatible, on est complètement incompatible, mais par exemple, moi je me rappelle d'un ex qui avait un pénis qui tendait vers la droite et moi j'ai un utérus rétroversé. Donc il y a beaucoup de positions par exemple qui étaient assez douloureuses. Il n'avait pas tout le temps eu ce retour de ses anciennes partenaires par exemple. J'ai aussi eu un partenaire qui n'avait pas du tout un gros pénis, mais vraiment pas du tout un gros pénis, et j'ai rarement pris autant de plaisir qu'avec lui. Et ça n'empêche pas qu'on faisait des stimulations internes, etc. Et puis aussi de l'alchimie qu'il y a entre les deux personnes. Moi, je pense qu'un mauvais coup, c'est quelqu'un qui n'écoute pas son partenaire, dans l'absolu, mais c'est pas quelqu'un qui ne sait pas faire. Parce que c'est un langage, c'est une discussion, c'est un échange qui est entre les deux personnes. Parler de masturbation et d'orgasme et écouter les personnes à vulve en parler, c'est faire exploser le cadre dans lequel leur sexualité est définie, la fameuse frigidité. Écouter les personnes à vulve parler de sexualité, c'est leur rendre une place qui leur a été volée très tôt par les discours médicaux, psychanalytiques et sexologiques, qui construisent un modèle binaire, hétéronormatif et naturalisant du cycle de la réponse sexuelle des femmes. Parler de sa sexualité lorsqu'on est une femme, cis, trans ou non-binaire, hétérosexuelle, lesbienne, bi ou pansexuelle, c'est mettre au jour les rapports inégaux entre les genres, les représentations ainsi que les arrangements sexuels qui sont à l'œuvre tout au long de la sexualité. On espère que cette première partie vous a plu. Merci à Alice, Anaïs, Chloé, Ellie, Héloïse, Mona, Myriam, Nathalie et Tina de nous avoir ouvert les portes de leur intimité. Et on vous propose de les retrouver dans la seconde partie, un véritable éventail de pratiques sexuelles, squirt, position, orgasmes multiples et plein d'autres choses encore. On a fait référence à La médecine du sexe et les femmes, anthologie des perversions féminines du 19e siècle, de Sylvie Chaperon, sortie en 2008 à la Musardine. Et a cité dans cet épisode un article de Marilène Vuille, paru en 2014, Le désir sexuel des femmes, du DSM à la nouvelle médecine sexuelle. Let's Chat est un podcast indépendant. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager le podcast avec votre entourage et à mettre des étoiles sur iTunes.